Chers maîtres, confrères et amis, je suis heureux aujourd'hui de partager avec vous cette réflexion justement sur les dermites, un grand chapitre de la dermatologie qui est les dermites de contact. La dermite de contact, c'est une des affections dermatologiques inflammatoires qui sont les plus fréquentes. Elle est causée par l'exposition à une substance exogène qui va provoquer une réponse immunitaire qui va à son tour entraîner une inflammation au niveau de la peau ou bien au niveau de la muqueuse. Il y en a plusieurs catégories. Les plus courantes et les plus importantes sont l'ADC allergique, l'ADC irritative, l'ADC photoallergique, l'ADC photoirritative, qu'on appelle aussi l'ADC phototoxique. Il y a bien sûr d'autres étiologies qu'on ne va pas traiter aujourd'hui faute de temps, comme la dermatite de contact protéique, ou bien l'ADC urticarienne, qu'elle soit immunologique ou non, ou encore l'ADC systémique. En matière de prévalence, il y a cette méta-analyse qui a été publiée en 2018 sur une population générale avec une revue de la littérature, religeant à peu près 28 études. Elle a retrouvé que la prévalence sur toutes ces études était à peu près de 20% dans la population générale. Elle était de 21% chez les adultes, beaucoup plus que chez les enfants. Et ça intéressait les femmes beaucoup plus que chez les hommes. À peu près, c'était le double. Ça par rapport à la sensibilisation. Parfait, les aptènes sensibilisants qu'on retrouve fréquemment, il y a le nickel à 11,4%, suivi de loin par le fragrance mix 1 à 3,5%, ce sont les marqueurs du parfum, et enfin le cobalt à 2,7%. Alors en matière de physiopathologie, il faut savoir que la dermatite de contact irritative est caractérisée initialement par, il faut toujours opposer la dermatite de contact irritative avec la dermatite de contact allergique. Pour l'irritative, il y a justement l'irritant qui va agir par une action caustique, ce qui va détruire les kératinocytes, c'est la nécrose kératinocytaire. Ça va entraîner la libération des signaux de stress qui vont avoir un double rôle. D'abord, la création d'un milieu pro-inflammatoire avec le recrutement des cellules inflammatoires, ce qui peut donner l'irritant. Et un deuxième rôle, c'est l'inflammation neurogénique qui va occasionner la douleur qu'on trouve justement dans les dermatites irritatives. Par contre, l'ACT, ça intervient en deux temps. Il y a une phase de sensibilisation et une phase de réactivation. La phase de sensibilisation, après l'introduction de l'aptène, il y aura deux mécanismes d'action, soit un mécanisme d'immunité cutanée innée, ça rejoint un peu celui de l'irritative avec les mêmes conséquences, soit c'est de l'immunité cutanée adaptative, c'est-à-dire qu'il va impliquer les cellules dendritiques qui vont migrer vers le relais ganglionnaire lymphatique après avoir été associé à l'aptène protéine spécifique. Ce n'est qu'en dans un deuxième temps, lorsqu'il y a la réintroduction de cet aptène, qu'il va y avoir des kératinocytes, des lymphocytes spécifiques qui vont agir localement et entraîner rapidement une apoptose kératinocytaire avec justement la libération de certaines interleukines comme l'interleukine 10 qui va agir sur les cellules dendritiques qui vont amplifier justement le recrutement de ces lymphocytes T spécifiques CD8 et qui vont entraîner une aggravation des lésions, surtout avec le recrutement de nouvelles cellules inflammatoires par le biais d'une réponse TH1, TH17. Ça entraîne l'érythème et ça stimule également les prérécepteurs pour donner l'allergie, c'est-à-dire le grattage associé à l'allergie. Bien, enfin, il y a le rôle de T-régule qui vient réguler un peu cette réponse immunologique. La physiopathe, c'est à peu près les devices de base, c'est le T0. Il est important pour comprendre les 4 temps, les 4 éléments clés que vous devez garder en tête. Le premier temps, c'est la différenciation clinique des différentes entités. Le deuxième temps, c'est l'évaluation de l'exposition. Le T3, c'est la simulation des options paracliniques. Et enfin, T4, c'est de savoir utiliser les moyens thérapeutiques. Là, c'est important pour la différenciation clinique des différentes entités. Garder un seul mot-clé, c'est une approche comparative. Toujours, on compare deux entités qui se rapprochent. Par exemple,
on fait la dermatite de contact allergique contre ou bien versus dermatite de contact irritative. Il y a des éléments clés. Dans l'eczéma, on trouve un prurite, plutôt une sensation de brûlure dans les dermatites irritatives. Un élément clé sur le plan clinique, c'est les limites lésionnelles. Dans l'eczéma, les limites sont effritées, sont imprécises, alors qu'elles sont très précises dans les dermatites d'irritation. Et enfin, sur le plan paraclinique, c'est les patch tests qui sont positifs pour l'eczéma, alors qu'ils sont négatifs pour les dermatites d'irritation. Et sur le plan histologique, on trouve une spongiose lorsqu'on parle d'eczéma, alors qu'il y a une nécrose au niveau pour une dermatite irritative, une nécrose kératinocytaire. C'est des exemples types avec des limites bien tracées pour la dermatite irritative. C'est beaucoup moins le cas ici pour une dermatite de contact allergique. Opposer toujours la forme aiguë contre la forme chronique. La forme aiguë, il est œdématovésicule sointante. La forme chronique, il est plutôt kératosique et fissuraire. La deuxième opposition qu'il faut faire, c'est la dermatite de contact phototoxique avec la dermatite de contact photoallergique. Et là, il y a beaucoup de critères, mais les plus importants, c'est d'abord le site, parce que la phototoxique, il reste limité à la zone d'exposition, alors que la photoallergique, il peut s'étendre. Également, l'aspect clinique, c'est plutôt une sorte de brûlure, une sorte de coup de soleil pour le phototoxique, alors qu'on recherche un patron eczématiforme dans la photoallergique. Par rapport à la pigmentation, il est commun dans la phototoxique évolutive, il est commun par rapport à ce qui est phototoxique et rare pour la photoallergique. Et enfin, pour le diagnostic, il y a les photopatch tests pour détecter la photoallergie. Voici des exemples types. Ça ressemble, pour la phototoxique, ça ressemble vraiment à un coup de soleil, alors que pour la dermatite de contact allergique, on cherche un patron eczématiforme avec un caractère extensible. Voici un autre cas, toujours le patron eczématiforme qui est en train de s'étendre, qui permet de retenir le caractère photoallergique. Dernière opposition, et non pas du moindre, c'est l'eczéma de contact photoallergique contre l'eczéma de contact aéroporté. C'est l'un des diagnostics les plus compliqués pour nous autodermatologues, mais gardez un seul mot-clé, c'est les régions. Vous recherchez les régions qui sont moins soumises au soleil. C'est surtout la région au niveau des paupières supérieures, au niveau du triangle sous-mentonnier et au niveau de la région rétro-auriculaire. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup de lésions à ce niveau, vous êtes plutôt dans l'eczéma de contact aéroporté parce que les particules disséminées dans l'air peuvent se déposer à ce niveau. Ce n'est pas le cas, notamment pour l'eczéma de contact photoallergique où les lésions peuvent être présentes mais sont toujours moindres. L'exemple type, c'est l'eczéma contact dermatitis, c'est l'atteinte des paupières ici. Par contre, ici, c'est une photosensibilisation cycline. Vous voyez que le contour de périauriculaire, surtout les paupières, sont plus ou moins préservés. Mais c'est vraiment le critère clé pour en faire la différenciation. Le deuxième temps après, c'est l'évaluation de l'exposition. Comment on va vouloir évaluer, pourquoi évaluer l'exposition? D'abord pour déterminer quelles substances doivent être utilisées pour les tests et aussi pour concevoir un plan d'évitement qui est basé sur les molécules et les particules éventuellement incriminées. Et là, il y a deux mots-clés. Il faut toujours chercher la topographie et l'environnement. Ce sont les deux choses les plus importantes. Pourquoi? Parce que si vous raisonnez en fonction de la topographie, vous allez trouver des causes qui sont plus fréquentes, qui sont disponibles sur les différents bouquins. On va donner des exemples. Par exemple, au niveau du cuir chevelu, c'est les teintures capillaires ou bien des shampoings. Ceux qui sont un peu plus compliqués, c'est surtout au niveau du visage, parce qu'il y a les cosmétiques, il y a les eczémas aéroportés, il y a les photoallergènes, il y a également l'eczéma par procuration, l'eczéma conjugal, et également au niveau de la région périoculaire, il y a l'eczéma particulier, l'eczéma par vernis à ongles, l'eczéma manuporté, ou bien l'eczéma aéroporté, et vous suivez le même raisonnement en fonction de la localisation. Le deuxième mot d'ordre, c'est l'environnement. C'est-à-dire que vous vous dites, à partir de l'environnement, je vais voir l'allergène qui peut être causal de cette sensibilisation. Ça, c'est également, par exemple, les allergènes les plus fréquemment retrouvés pour les bijoux, pour d'oreilles, les bijoux, les boucles d'oreilles, les accessoires vestimentaires. C'est le nickel. Pour le cobalt, c'est les métiers, les cimentiers, les métiers qui manipulent du porcelaine, les peintres
et les pharynxmexis, c'est un marqueur de l'allergie du parfum. Et notre approche, c'est le fait qu'on a, il y a beaucoup d'allergènes, alors on les a regroupés en familles d'allergènes, notamment dans la batterie standard européenne. Il y a 8 familles, les métaux, les conservateurs, les plantes et parfums, les composés en caoutchouc, les résines plastiques, les excipients, les colorants, et enfin les substances médicamenteuses. Voici quelques exemples, suite au shampoing, eczéma suite au shampoing, un eczéma vestimentaire. Ça, c'est un cas particulier d'eczéma systémique, c'est un peu particulier parce qu'il devrait y avoir une sensibilisation antérieure par voie topique, puis une réactivation par voie systémique, ou l'inverse, qui peut déclencher cette forme assez particulière d'eczéma systémique. Alors, bon, l'approche la plus pragmatique pour vous, c'est d'évoluer en 2 phases. La première phase, c'est de dire où sur votre corps, dire à votre patient où sur votre corps et quand a débuté votre eczéma, et ensuite quelle en a été son évolution. Bon, si c'est permanent, ça va faire suspecter les objets du quotidien. Est-ce que c'est un épisode unique ou bien une poussée ponctuelle? Là, il faut chercher les circonstances. Ou bien si ça évolue par poussée, là, il faut chercher une rythmicité professionnelle. C'est-à-dire qu'il est amélioré par les week-ends, en vacances ou pendant un arrêt de travail, une rythmicité géographique, une rythmicité liée à une activité ou bien à une saison. La deuxième phase, c'est qu'il faut lister systématiquement les professions du patient, les activités manuelles et artistiques, sport, jardinage, les produits manipulés régulièrement, liste détaillée des ménages, ménage, gants, tabac, entretien des animaux, et les cosmétiques et les traitements topiques appliqués localement. Le troisième temps, c'est l'assimilation des options d'exploration paraclinique, c'est le T3. Vous le savez bien, pour la DCA et la DCPA, les tests de référence, ça reste toujours les patch tests et les photopatch tests. Pour la DCI et la DCPI, ça reste surtout un diagnostic d'exclusion de la dermatite de contact allergique. Pour la DCP, on utilise les prick tests ou bien les prick tests ou bien le dosage spécifique des GE. Enfin, la biopsie cutanée qui a une valeur limitée et là surtout utile pour les diagnostics différentiels d'eczéma. Pour les patch tests, il y a la batterie standard européenne qui contient 30 allergènes. Toutefois, un test positif, vous savez très bien, n'est pas synonyme d'une allergie de contact. Il y a eu cette mise à jour, notamment en 2022, il y avait l'introduction de 10 nouveaux allergènes. Et pour la réaction, vous les connaissez parfaitement. Les 5 images, vous les connaissez. Je voulais juste vous montrer les 2 dernières images qui peuvent être interprétées comme étant négatives dans certains cas, mais si on utilise un stéroïde, il y a cet aspect edge effect qui peut être positif. Ça peut être positif si on utilise un stéroïde topique. Après, il y a des batteries additionnelles qui ont un intérêt surtout pour la dermatite de contact professionnelle. Ils sont réservés notamment aux boulangers, ou bien tous les métiers du coiffeur, ou bien ce genre de la métallurgie, bien beaucoup d'autres batteries additionnelles. Il y a les produits personnels du patient, soit des tests fermés pour les produits qui ne peuvent pas être rincés, qui sont non rincés, et on teste des tests semi-ouverts pour les produits qui se rincent, notamment les savons et les shampoings, ou bien pour les produits qui s'appliquent sur les fanères, et un intérêt particulier pour les tests ouverts à application répétée lorsque vous avez un cas douteux. Ça va vous aider pour le diagnostic. Alors, comme algorithme qui regroupe le T1, le T2, le T3, la première chose, c'est d'avoir une présentation clinique qui concorde avec le diagnostic d'un eczéma de contact. La deuxième chose, c'est d'avoir une évaluation de l'exposition qui est favorable et qui concorde avec votre diagnostic clinique, en raisonnant toujours topographie et environnement. Et ce n'est qu'après ces 2 phases que vous passez au patch test et vous les interprétez. Si le patch test est positif, on parle de dermatite allergique de contact. Si douteux, on fait les routes, les tests ouverts à application répétée. Toujours garder en tête l'eczéma aéroporté. C'est un cas qui est un peu difficile et nécessite le raisonnement en fonction de la clinique, de la topographie et de l'environnement. Toujours penser à l'eczéma systémique. Sinon, vous pouvez également utiliser les photopatch tests pour tout ce qui est photoallergique. Et enfin, si vous avez des photopatch tests qui sont négatifs, vous retenez le dermatite contactif irritatif. Alors, pour les critères diagnostiques, pour une dermatite de contact professionnel,
Ils ont été établis dernièrement, notamment par la revue Nature Reviews en 2021. Il s'agit essentiellement de 7 critères. Il faut en avoir 4 sur 7 pour pouvoir obtenir le diagnostic. D'abord, l'aspect clinique consistant avec une dermatite de contact. Le deuxième critère, c'est identifier au niveau de l'environnement du travail l'allergène ou bien le produit irritant. Troisième élément, c'est une distribution anatomoclinique qui concorde avec la dermatose que présente le patient. Quatrième, c'est une relation chronologique entre l'exposition et la déclaration de la dermatite de contact. Cinquième élément, c'est l'absence d'un eczéma non professionnel. Sixième, c'est que l'eczéma va s'améliorer en dehors du milieu de travail, notamment lors des vacances. Et enfin, un patch test ou bien un test de provocation positif. Je rappelle qu'il faut juste 4 critères sur 7 pour pouvoir retenir cette dermatite de contact professionnelle. Le quatrième et dernier point, c'est pour le management, le raffinement du management thérapeutique. C'est toujours la même attitude. On identifie la dermatite de contact cliniquement, on traite par un produit topique, à distance, on fait les patch tests. Si on arrive à faire, après on essaie de faire une éviction et on recherche toujours un terrain sous-jacent de dermatite atopique ou bien de dermatite de stase. Un autre algorithme, lorsque malgré l'éviction, vous n'arrivez pas à avoir un résultat. Alors si ce n'est pas guéri, il faut voir est-ce que c'est une forme légère ou bien une forme modérée à sévère. Pour la forme légère, vous utilisez les corticoïdes topiques qu'on utilise fréquemment, ou bien des émollients qui doivent être doux, qui ne contiennent pas beaucoup d'allergènes. Et également, on peut utiliser les anticassinourines topiques qui ne sont pas disponibles au Maroc malheureusement, mais qu'on peut les importer depuis la France. Et toujours penser à l'eczéma aéroporté. Pour les formes modérées à sévères, on va faire un traitement topique pour les formes qui sont localisées et on va penser un certain nombre d'éléments. D'abord, l'eczéma aéroporté, ça pose un problème. Il faut chercher cet allergène, essayer de le retirer de l'environnement du patient ou bien au moins se protéger de cet allergène par le vêtement par exemple, par des gants. On peut préconiser des mesures diététiques lorsqu'on suspecte une origine alimentaire. On peut même retirer certains matériels, soit prothétiques comme une prothèse dentaire ou bien un matériel d'ostéosynthèse lorsqu'on a un doute fiable que c'est la cause de cette allergie. Si c'est guéri, tant mieux. Si ce n'est pas guéri, c'est un autre temps. C'est la photothérapie, on peut l'utiliser. On utilise la photothérapie à spectre étroit. Sinon, on va faire la pivothérapie. Si c'est guéri, tant mieux. Si ce n'est pas guéri, là, on va passer aux corticoïdes systémiques, aux traitements immunosuppresseurs. Et également au dupilumab, qu'on peut utiliser, qui est d'actualité. C'est de la biothérapie. Sachez que le dupilumab, il a été étudié sur de nombreuses études, surtout en association avec la dermatite atopique, soit sur des séries, soit sur des case reports. Et c'est avéré qu'il y a de bons résultats par rapport à ce produit. Ce n'est pas le cas pour l'ustekinumab, malheureusement. Alors pour la conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la physiopathologie, c'est l'édifice de base pour la qualité du raisonnement devant une dermatite de contact. Il faut retenir aussi que l'outil pratique de l'appréhension clinique est une approche comparative entre les différentes entités. Il faut retenir aussi que dans le chapitre de l'évaluation de l'exposition, il repose sur 2 paramètres que vous devez analyser, la topographie et l'environnement. Gardez aussi, pour les patch tests, même s'ils sont positifs, ce n'est pas toujours synonyme d'une allergie, et de garder toujours l'intérêt des tests ouverts à application répétés dans les cas qui sont douteux. Et enfin, la prise en charge thérapeutique repose justement sur l'éviction, qui n'est possible que si on respecte ces différents temps de réflexion, ces 4 phases dont je vous ai parlé. Voilà, je vous remercie.